Bien, Patrice Jean, c'est la troisième fois que vous venez. C'est la troisième fois que vous venez à Éclat. C'est votre sixième roman publié, en tout cas. Vous en avez écrit qui n'ont pas été publiés. Oui. On en parlera peut-être tout à l'heure. Je vais vous poser une question qui va être peut-être un petit peu personnelle, mais vous n'y répondez pas si vous le souhaitez. Vous êtes passé d'un éditeur qui est un petit éditeur avec lequel vous nous avez dit au cours des années que vous avez des relations très proches, amicales, et qui vous a, d'une manière générale, beaucoup aidé dans votre essor d'écrivain. Et brusquement, vous faites, comme les spécialistes et les experts, un saut qualitatif du point de vue, disons, de la notoriété. Vous êtes édité chez Gallimard et dans la plus prestigieuse collection de littérature française, ce qu'on appelle la Blanche, avec son liseré rouge. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment les choses se sont passées, comment vous avez ressenti, comment vos partenaires, d'un côté et de l'autre, ont ressenti ce passage, qui n'est pas du tout ce que votre héros appelle une apostasie dans son ouvrage, mais qui est un changement qui était sans doute indispensable et nécessaire, et qui, on le verra un peu plus loin, augure sûrement d'une très grande carrière littéraire. Non, en fait, c'est les circonstances qui se sont imposées à moi, puisque mon éditeur, celui qui avait publié mes précédents romans, a décidé d'arrêter. Par conséquent, je me suis retrouvé dans l'obligation d'avoir un nouvel éditeur. Et en réalité, je n'ai pas eu vraiment à chercher, puisque plusieurs éditeurs se sont proposés, ce qui était quand même me changeait par rapport à des années où personne ne voulait de mes livres. Et là, plusieurs éditeurs se sont proposés, et dont Gallimard, et j'ai évidemment choisi d'aller chez Gallimard. D'autant plus que l'éditeur de Gallimard qui m'a contacté, on est assez proches maintenant, et le courant est tout de suite passé. Et voilà, donc ça s'est fait, je dirais, tout naturellement. Voilà. Merci. Non, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait, tout à fait. C'était pas une question indiscrète, mais c'est intéressant de voir comment les choses se sont passées et le fait que l'édition française de très haut niveau s'est tout de suite intéressée, était rapidement intéressée à votre œuvre. Je pense que c'est quand même, j'ai eu la grande chance que cet éditeur chez Gallimard, Bertrand Lacarelle, pour le nommer, me connaisse avant, qu'il avait lu le précédent roman, et qu'il m'a contacté tout de suite. S'il n'avait pas été chez Gallimard, je ne sais pas, sans doute qu'il ne m'aurait pas contacté. C'est aussi une question de personne, c'est pas qu'une question d'un éditeur. En réalité, le Gallimard, c'est pas abstrait, il y a des principes, il y a des gens qui sont là, et certains me connaissaient. Donc, voilà. Très bien. Là, votre roman s'appelle La recherche de l'idéal, et on peut dire quand on le lit, la poursuite de l'idéal, pardon, on peut dire quand on le lit que tout est dans le titre. C'est bien la poursuite de l'idéal qui anime la plupart des personnages que vous faites vivre tout à fait remarquablement. Je crois que le mieux pour tous ceux qui sont ici, certains vous ont lu, d'autres vous ont déjà lu dans vos ouvrages précédents, certains vont vous lire, ne l'ont pas encore fait, pour essayer d'avoir une idée générale de ce livre véritablement foisonnant, qui est rempli de personnages qui ont tous une très grande épaisseur. En dehors, bien sûr, du héros principal, tous les autres ont cette épaisseur. Ce ne sont pas les seconds rôles. Mais ce que je voudrais, si vous le permettez, c'est vous interroger sur 3 d'entre eux. Éventuellement, vous pouvez en rajouter à la liste, ou contester ma liste. Mais j'en trouve 3 qui me paraissent emblématiques de votre ouvrage, et surtout de ce que vous souhaitez représenter au travers de lui. Le premier, c'est Cyril Bertrand, bien sûr, qui est le héros du livre. C'est Lucie Durieux, l'employée modèle et catholique fidèle et pratiquante. Et puis Beauséjour, qui est le générateur de concepts flous et fumeux. Oui. Est-ce que vous pourriez présenter les 3 un peu un résumé de votre ouvrage? Est-ce que vous pouvez nous donner, disons, une description de la psychologie, du comportement et du rôle dans votre livre de ces 3 individualités? Alors je vais essayer sans être trop ennuyeux, parce que je sais que quand on n'a pas lu un roman, entendre parler de personnages,
qu'on ne connaît pas. Ça peut être fastidieux. Alors donc il y a effectivement trois personnages parmi d'autres. Donc Cyril Bertrand, c'est donc le personnage principal du roman, qui est un jeune homme qui a fait des études de lettres et de gestion et qui aimerait être poète. Donc ça le place dans une position évidemment très inconfortable, puisqu'aujourd'hui la poésie n'a plus sa place. Enfin, faut dire les choses telles quelles. Un jeune homme qui voudrait aujourd'hui écrire de la poésie et en vivre, c'est un fou. Il faut l'enfermer en hôpital psychiatrique. Hein. Personne ne vit d'écriture de la poésie. Justement, Isabelle Gallimard, qui est la sœur d'Antoine Gallimard, m'a dit que même Yves Bonnefoy, qui est le poète un des plus connus de la scène poétique des 50 dernières années, qui est mort il y a 2 ou 3 ans, n'a jamais dépassé 5000 exemplaires de vendus. Un des poètes les plus importants, hein, donc, de ces 20 ou 30 dernières années. Donc voilà, donc ce personnage veut être poète, mais il ajoute une difficulté supplémentaire à son désir, c'est qu'il aimerait bien gagner beaucoup d'argent aussi. Donc forcément, c'est totalement impossible. Donc il est un peu pris entre ces deux élans contradictoires, cet élan vers l'idéal, qui est l'idéal poétique, parce qu'il considère que, à mon avis à juste titre, que la poésie, la littérature, l'art, c'est ce qui donne un sens à l'existence, et l'élan vers la réussite, vers la richesse, qui est aussi un élan qui est légitime. Et par conséquent, on va le suivre tout au long du roman. Venant d'un milieu plutôt populaire, il n'est pas en plus avantagé, puisqu'il n'a pas les réseaux et l'entre-gens qui lui permettraient de réussir facilement dans un milieu comme un autre. Et par conséquent, ce personnage, moi, m'intéressait parce que je me suis dit que c'était une façon d'interroger la société d'aujourd'hui, son rapport à la réussite. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est suivre son idéal? Ça, c'était pour moi un personnage. Et puis, ça me permettait aussi de faire un roman d'apprentissage. Roman d'apprentissage, comme dans Le Rouge et Noir, par exemple, qui a été un peu le modèle du roman. J'avais même en tête d'écrire exactement le même nombre de mots que Le Rouge et Noir. Alors, en fait, j'ai à peu près réussi, mais ça aurait pu être presque ça si Gallimard ne m'avait pas demandé de retirer quelques pages. Donc, mais bref, donc c'est l'histoire, c'est un roman d'apprentissage de ce Cyril Bertrand. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va trahir son idéal ou pas? Voilà. Le deuxième personnage, c'est dont vous m'avez dit. Lucie Durieux. Voilà, Lucie Durieux. C'est une jeune femme qu'il rencontre dans un magasin de meubles, parce qu'une de ses premières professions qu'il trouve à Paris, c'est dans un magasin qui s'appelle Salon et Meubles, je crois. Et cuisine. Salon et cuisine. Salon et cuisine, voilà. Je vous remercie de l'avoir lu. J'ai lu le livre. Donc salons et cuisine, et donc il travaille dans un petit boulot, quoi, en fait, parce qu'il faut bien qu'il vive, puisque la poésie ne fait pas vivre. Et donc il rencontre une jeune femme qui le fascine. Il la rencontre la première fois à la cantine. Et elle parle peu, elle est un peu étrange, et il va se lier d'amitié avec cette jeune femme, qui est effectivement une jeune catholique qui fréquente un groupe de jeunes catholiques, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, dans les milieux, disons, intellectuels, qui se réfèrent à Péguy, à Bernanos, à Léon Bloy, à ces gens-là. Il y a des jeunes gens aujourd'hui, je les ai rencontrés, donc je sais qu'ils existent, qui sont armés d'une foi très grande. Et donc elle fréquente ces jeunes gens. Et donc mon personnage, Cyril Bertrand, tombe amoureux de cette jeune femme. Donc il va y avoir un quiproquo amoureux, un jeu amoureux avec 3 personnages, puisque elle sera plutôt intéressée par son meilleur ami. Donc ça, c'est Lucie Durieux. C'est une jeune femme qui vient aussi d'un milieu populaire, qui a vécu des choses un peu comment dire, désespérantes dans son existence, et c'est pourquoi elle a rencontré ce groupe et elle a trouvé la foi. Et finalement, elle s'en est tirée non pas par la poésie, mais par la foi. Donc c'est une autre option finalement dans l'existence, c'est réussir sa vie. Ça peut être aussi s'accomplir dans une vie religieuse et une vie avec la foi. Et je pense que Lucie Durieux représente cette option. Et le troisième, c'est lui. En revanche, le troisième, c'est Au séjour. Alors lui, c'est un intellectuel parisien typique,
progressiste et qui écrit des tribunes dans des journaux progressistes et qui est une sorte de conscience morale de la gauche, pour le dire plus clairement, et qui est un peu un imposteur et effectivement développe des concepts un peu, des concepts fumeux, des concepts voilà, et il va être un des personnages qui vont jouer un rôle important dans le roman. Et bon, moi je me suis un peu amusé à travers ce personnage à caricaturer une sorte d'intellectuel un peu disons suffisant et méprisant. Voilà. Je précise qu'après Salon et Cuisine, le héros va être embauché par Carrefour Market. Oui. Voilà. Oui, Carrefour Market. Alors justement, non, c'est pas une promotion, il tombe encore un peu plus bas. Enfin, c'est pas que c'est bas de travailler à Carrefour Market, mais bon, son idéal poétique en prend un coup dans l'aile. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un autre personnage que je n'ai pas cité, mais que vous voudriez tout de même évoquer avant qu'on passe à l'autre question? Donc, il y a deux personnages qui sont importants, je vais en dire un mot. C'est trois autres. Il y a d'abord un autre personnage qui est important pour Cyril Bertrand, c'est son ami, pas d'enfance, mais d'études, qui s'appelle Ambroise d'Héricourt, qui est un jeune homme, comme son nom l'indique, bien né, et qui, lui, dès après ses études, va trouver un poste au Monde et va réussir très bien. Il va aider Cyril dans son existence. Il y a un autre personnage, c'est ce jeune catholique, dans ce groupe de catholiques qui s'appelle l'Épée des Croisades, qui va devenir un de ses grands amis, qui s'appelle Raphaël, et avec qui il va y avoir ce jeu amoureux avec Lucie Durieux. Et puis il y a Tresnik, qui va devenir une sorte de mentor de Cyril Bertrand, qui est un universitaire, une sorte de personnage très original, qui est, disons, politiquement incorrect, et qui va être une sorte de symétrique de Beau Séjour, mais un personnage, je pense, plutôt sympathique. Voilà. Alors là, vous avez vous-même fait la référence littéraire à Stendhal. La critique, en tout cas celle que j'ai pu lire, se réfère à deux autres auteurs de la littérature française tout à fait proéminents, qui sont Balzac et qui sont Flaubert, l'un avec Illusion perdue et l'autre avec l'éducation sentimentale. En tant que professeur de français, professeur de lettres, qu'est-ce que cette référence évoque pour vous? C'est totalement écrasant, mais ça m'a fait plaisir quand même. C'est-à-dire que ce sont des romans d'apprentissage. Oui. Aussi bien Le Rouge et le Noir que Les Illusions perdues, que l'autre, c'est l'éducation sentimentale. Écoutez, Les Illusions perdues parlent de la littérature, puisque Lucien de Rubempré, le personnage principal des Illusions perdues, qui est pour moi un roman absolument exceptionnel, parce que quand on le lit, on s'aperçoit que Balzac, déjà au XIXe siècle, a décrit les mœurs dans le journalisme, dans la littérature, dans la politique, qui sont celles d'aujourd'hui. Certains, ce que je n'ose pas penser, n'ont pas lu Les Illusions perdues, il faut absolument le lire. C'est vraiment la façon de comprendre la société. Et donc, oui, mon roman, effectivement, puisqu'il parle de la politique et du désir de littérature, d'une certaine manière, est aussi un roman qui peut se comparer, toute proportion gardée, aux Illusions perdues. Et donc, les questions sentimentales, oui, aussi, parce que moi, je suis un flaubertien absolu. Donc, j'ai voulu créer un personnage qui ressemble à Julien Sorel, donc avec Cyril Bertrand. Et je dois dire que plus le roman avançait, plus il ressemblait à Frédéric Moreau. C'est un tropisme flaubertien très fort qui m'a obligé à aller vers Frédéric Moreau. Alors ça, c'est pour les auteurs du passé, mais la critique, de plus en plus, vous compare à Michel Houellebecq, qui, on peut le penser, le plus grand écrivain français actuellement vivant. Et là, c'est une comparaison pour vous extraordinaire, parce qu'on vous met tout de suite au niveau le plus élevé, le plus haut. Et là aussi, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce que ça vous fait, quoi? Je ne suis pas du tout content, en fait. Je vais l'expliquer. J'aime bien Michel Houellebecq, mais je dois dire que pour moi, le but, c'est vraiment j'en parlais d'ailleurs juste avant d'intervenir, de me faire un nom par rapport à Michel Houellebecq.
C'est-à-dire qu'on me parle tout le jour de Michel Houellebecq. Et en réalité, pour être franc, je trouve que je suis assez différent de lui. Mais je vous écoute, pourquoi je serais proche de lui? Ah, moi, j'ai pas d'idée particulière, je ne fais que retranscrire ce que dit la critique, ce qui me paraît tout de même assez non, je pense qu'il y a un point commun. Alors, Euh, pour parler de Michel Houellebecq, je pense qu'il y a un point commun, enfin, il y a un point qui nous réunit tous les deux, c'est que lui, c'est un disciple d'Arthur Oui. Schopenhauer, et Oui. moi aussi. Oui. Donc, le philosophe allemand, très pessimiste. Donc là, forcément, il l'a énormément lu. Moi, je l'ai lu depuis le plus jeune âge. Donc, je pense que ça doit sans que je le veuille, ce que j'écris se ressent de Schopenhauer. Il y a aussi la volonté d'écrire la société actuelle. Je pense que ça, une forme de réalisme qu'il y a chez Michel Houellebecq et qu'il y a chez moi aussi. Donc, je pense que c'est les deux points qui nous rapprochent. En revanche, Michel Houellebecq est beaucoup plus intéressé, parce que c'est aussi sa formation par la science, oui. par exemple, le thème du clonage, par le thème du transhumanisme, alors que, de mon côté, je suis plutôt... je viens de la littérature et je suis au contraire très critique envers une certaine domination de la science. J'avais déjà critiqué ça dans L'homme surnuméraire, et je pense que là, c'est vraiment ce qui nous sépare. Lui a une sorte de foi en la science et ce qu'elle peut apporter à l'humanité, et à juste titre, évidemment, sur beaucoup de points, et alors que moi, je pense que dans mes livres, j'essaie plutôt de voir en quoi elle atrophie notre perception de la réalité. Vous avez montré tout à l'heure, vous nous avez dit que Cyril Bertrand avait fait des études littéraires tout à fait estimables, et que finalement son point de chute professionnel, ça sera Salon et Cuisine et Carrefour Market. Après, ça sera autre chose, on va en parler, mais en tout cas, on s'aperçoit que l'université et l'éducation nationale offrent comme débouché à les gens qu'elles forment tout de même pendant un temps long et qui sont de bonne qualité, des gens qui ont bien reçu ce message de l'éducation nationale, notamment dans leur formation littéraire, ne trouvent pas d'autres débouchés que ceux qui sont indiqués là, qui sont parfaitement honorables, mais qui ne correspondent pas, en tout cas, à ce qu'ils souhaitaient. Et qu'est-ce que vous en déduisez sur la situation de l'éducation nationale à l'heure actuelle? Je le dis d'autant plus, non mais je le dis parce que... Pardon, je le dis parce que... Il faudra couper. Hein, je le dis parce que un de vos livres, et c'est un de vos regrets, traitait de l'éducation nationale, c'est pour ça que j'en parle, sinon j'en parlerai pas, on n'est pas là pour faire un débat de fond. Un de vos livres traitait de l'éducation nationale, vous nous l'avez dit, vous avez toujours eu envie de le publier, et vous n'avez jamais pu le faire. Donc, ça explique quelque chose, ça, comme on dit dans la presse, ça dit quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Moi, je pense que pour Cyril Bertrand, comme beaucoup d'étudiants qui ont fait des études de lettres, il n'y a pas assez de postes qui correspondent au nombre. Donc il y a un surplus évident qui est obligé de se diriger dans d'autres secteurs professionnels. Parce que les secteurs, effectivement, pour ceux qui ont fait des études de lettres, etc., ça va être en partie l'enseignement, et puis en grande partie, et puis après quelques postes dans l'édition, dans la librairie, et puis ça se referme assez vite. Donc, et comme il y a encore quand même beaucoup d'étudiants de lettres, là, il y a un problème différent entre les études et les débouchés professionnels. Mais c'est encore plus vrai, à mon avis, par exemple, pour la sociologie ou d'autres, où là, il n'y a pas de débouché dans l'enseignement. Concernant l'éducation nationale, oui, j'ai écrit un roman sur l'éducation nationale dont les éditeurs ne veulent pas, alors je ne sais pas exactement pourquoi. Il faudrait me rappeler le titre du roman. C'est à bout portant. Donc, mais c'est assez critique, oui. Donc, à bout portant. Il y a tellement de choses à dire de l'éducation nationale, je ne saurais pas par quoi commencer. C'est un puissant fond. Alors pour passer de l'éducation nationale à quelque chose de plus général, la situation de la littérature, pas de la poésie, hein, vous en avez parlé, vous avez en quelque sorte, hélas, tout à l'heure, mais pour ce qui est de la littérature en général, quelle est votre appréciation? Et surtout, on le voit bien dans la dernière partie de votre ouvrage, quand vous faites la comparaison entre la littérature et cette pseudo-littérature que sont aujourd'hui les séries, dans lesquelles d'ailleurs Cyril Bertrand va trouver son épanouissement,
et en même temps va gagner sa vie de manière tout à fait remarquable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ceci? Et est-ce que vous ne pensez pas que d'une certaine façon, les séries, qui sont comme toute œuvre humaine, inégales, hein, il y en a de très mauvaises, beaucoup, il y en a de très bonnes, les séries ne sont pas un peu l'équivalent de la littérature en feuilleton du 19e siècle, ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait différent et de dommageable pour le développement d'une littérature de bon niveau? Non, je pense qu'effectivement, enfin, il y a les deux. À la fois, c'est la poursuite de ce qui s'est déjà fait. Je pense que dès le 19e siècle, il y avait ce qu'on appelait les feuilletons, donc, qui étaient publiés dans des journaux et qui avaient un très grand succès, puisqu'il y avait des livraisons toutes les semaines et il y avait des clubs qui se réunissaient pour lire, et celui qui savait lire lisait aux autres la suite du feuilleton. Donc on a comme ça Eugène Sue, Balzac, mais en Angleterre, Charles Dickens, etc. Jules Verne. Oui, c'était donc avec cette idée qui est reprise dans les séries, avec la fin à suivre. Hein. On voit ça aussi, il y avait ça aussi dans les bandes dessinées, les journaux de bandes dessinées, à suivre, on a la suite. Donc on crée une sorte d'addiction, puisqu'on on arrête sur un moment important et on reprend après. Et donc je pense que les séries ont plus ou moins repris ça, en créant une addiction par des personnages auxquels on s'attache, ou alors avec une narration qui appelle la suite, et le lecteur ou le téléspectateur veut savoir la suite. Donc c'est une forme, disons, narrative qui existe depuis le 19e siècle. Donc en ce sens, les séries qui ont beaucoup de succès aujourd'hui reprennent ce qui s'est fait effectivement dans la littérature. En revanche, je pense qu'il y a quand même un grand écart, c'est que malgré tout, si vous voulez, Balzac, quand il écrit, peut-être, je ne sais pas si c'est paru en feuilleton, d'ailleurs, Les Illusions perdues, il est tout seul, il écrit tout seul, Balzac. Il a une vision qui est personnelle et qui est la sienne, et il analyse, etc. Les séries, c'est souvent des équipes, et puis ça peut durer comme on dit, des saisons et des saisons et des saisons. Et je pense qu'on perd ce qui a fait l'art occidental, c'est-à-dire la signature du romancier ou de l'artiste. Alors pourquoi pas, hein. Vous savez, par exemple, au Moyen-Âge, ceux qui construisaient les cathédrales, on ne connaît pas leur nom, et c'était des artistes incomparables, et on ne connaissait pas le nom, y compris le nom des peintres. Les premiers peintres à signer de leur nom, c'est Giotto au XIIIe siècle, le XIVe. Après, les artistes ont signé leur nom, mais ça fait notre modernité s'est créée avec des artistes, des écrivains qui signaient de leur nom, hein, et ça, c'était important. Je pense qu'aujourd'hui, les séries, non pas qu'elles ne sont pas signées, mais elles sont plutôt l'œuvre d'équipe. Je pense que là, il y a une grande différence, me semble-t-il. Et puis, il y a une autre différence qui est malgré tout, dans cette espèce d'addiction aux séries, et je vois bien par rapport à ceux qui les regardent. Moi, il m'arrive d'en regarder aussi, hein, mais il y a une sorte de paresse, malgré tout. On peut regarder, souvent j'entends des amis dire « j'ai été crevé hier, j'ai regardé 3 épisodes ». Donc ça donne la notion de ce qu'on attend d'une série. Il me semble que la littérature a plus d'ambition, enfin au moins certains livres. Et effectivement, lire Balzac, c'est plus compliqué, lire Flaubert, lire Shakespeare, mais il me semble que ça peut apporter plus. Enfin bon, voilà, j'arrête. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, ce sera ma dernière question avant que les participants à cette réunion prennent la suite, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur votre prochain roman? Alors, le prochain roman sera publié aussi chez Gallimard. C'est un peu compliqué, mais je passe. Et c'est un roman politique. Voilà. C'est un roman politique, et pour être plus précis, une sorte de roman sur le progressisme. Je me suis dit qu'il fallait une fois quand même que je traite cette question. C'est-à-dire où j'en suis par rapport à la gauche, au progressisme, et quelles étaient les critiques que j'avais à formuler d'une manière romanesque au progressisme. Parce que, bon, pour dire les choses, j'ai quand même été très longtemps progressiste. Je suis un peu comme je parle aux alcooliques anonymes. Pendant longtemps, oui, j'ai cru au progrès. Et maintenant, mes yeux se sont ouverts. Non, donc, oui, j'ai essayé de traiter ça romanesque. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est dans un parti d'extrême gauche
et qui est mandaté par son parti pour retrouver un grand penseur, Edgar Winger, qui a disparu depuis 20 ans et qui aurait été aperçu à Nice. Et donc, comme ce parti est un peu tangue un petit peu, je ne sait pas trop où il en est idéologiquement, il pense que de retrouver ce grand penseur à une époque où on manque peut-être de grands penseurs à gauche, c'est très important. Donc, il lui demande de le retrouver. Et donc, le roman se présente d'abord sous la forme d'un journal intime. Et on a le personnage qui est à Nice et qui le recherche. Après, évidemment, il va le retrouver, et puis voilà, etc. Merci de ces précisions. Alors, moi, ce qui me frappe, effectivement, puisque vous faites allusion à ces sensibilités politiques différentes et leur évolution, c'est que l'essentiel de la critique que l'on peut lire aujourd'hui de votre ouvrage, qui est toujours très positive, plus que positive même, compte tenu des références qu'on a évoquées tout à l'heure, l'essentiel de ces critiques est une critique de droite, disons de droite nationale, voire quelquefois purement réactionnaire. Pourtant, votre littérature, et ce que vous dites l'éclaire un peu, votre dernier livre pourrait être considéré comme un roman de classe. Hein. On ne peut pas dire qu'il s'inspire de Marx, mais pas loin de Bourdieu tout de même. On est bien dans Bourdieu. De Bourdieu. On est bien dans cette ligne-là. Et en revanche, s'il n'y a qu'une critique de droite élogieuse, il n'y a pas de critique de gauche, on n'est pas trouvé, mais pas négative. Pas négative. Non, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça qui est important. C'est que la critique la plus importante, je dirais, et la plus fouillée est une critique de droite, c'est-à-dire venant des revues de droite. La critique de gauche, alors j'ai mal lu sans doute, ou j'ai mal perçu, en revanche, elle n'est pas négative. Non, elle n'est pas négative. Donc c'est extrêmement important. Je trouve que pour vous, je ne dirais pas pour votre carrière, mais pour votre futur, c'est extrêmement important, et à mon avis, extrêmement rare dans la situation de la littérature française aujourd'hui. Je crois que c'est à souligner. Je pense que si ce n'est pour cet ouvrage, pour le second, vous allez directement vers un prix. Ça me paraît l'évidence. J'espère que vous parlez d'or. C'est pas que je voudrais un prix, mais c'est surtout pour l'argent qui va avec. Voilà. C'est pas pour l'argent en soi. C'est voilà. parce que ça permet d'avoir de l'argent bien sûr. de travailler moins et donc d'écrire plus. Voilà. C'est pas. En réalité, je me fiche un peu quand même des prix, sauf si effectivement il y a de l'argent. Et quand on me dit, tu es sur une liste, la première question que je pose, c'est est-ce qu'il y a de l'argent? Je vois pas trop d'intérêt autrement. Merci en tout cas. Merci pour votre franchise. Oui, et de vendre. Ah oui, alors, sauf si c'est un prix comme qui est très connu et qui va permettre de vendre. Alors, ce qui revient au même. Voilà. En tout cas, merci pour votre franchise. Merci pour vos interventions qui, me semble-t-il, ont donné une bonne perception de l'ensemble de votre ouvrage. Il faut le lire et le relire d'ailleurs, ce que je suis en train de faire, parce qu'il est tout de même extrêmement foisonnant. Il est en même temps une analyse au scalpel de la société française, mais c'est une analyse foisonnante, encore une fois, avec des personnages d'une très grande épaisseur et d'un très grand intérêt. Je pense que maintenant nos amis vont vouloir prolonger la discussion. Bon, vous allez sortir à bout portant chez Gallimard maintenant. Non, parce que Gallimard l'a déjà dit non, mais je peux le reproposer. Qui veut poser une question? Moi, en tous les cas, je ne leur en parle pas. Vous leur en parlez pas. Parfois, dans l'année, ils découvrent que j'ai publié des livres. Alors, à ce moment-là, ils m'en parlent. Donc, c'est ça que vous en parlez. Ouais, et là, ils sont toujours effectivement très intéressés. Ils posent plein de questions. En général, mais pourquoi vous n'en avez pas parlé, monsieur, etc. Et puis, vous enseignez en première, terminale seconde, première, BTS. Voilà. Ils sont contents en général, mais bon, ça va pas plus loin. Oui, ça va pas plus loin. Et ouais, parfois, je me dis que je devrais plutôt en parler dès le départ, et puis leur dire, parce que je peux leur raconter beaucoup de choses sur la littérature, sur la fabrication du livre, sur la réception. Peut-être que ça les intéresserait. Ça les intéresserait, oui. Vous me conseillez de leur en parler. Moi, je suis dans l'enseignement aussi, donc voilà. Ah, et j'ai une de mes cousines qui est une de vos collègues, et on en parle des fois, Laurence Toba. Ah oui, oui, je vois bien. Voilà. Professeur de mathématiques. Voilà, on parle de ça avec Laurence des fois. D'accord. Voilà. Elle n'a pas pu venir ce soir, mais... Bon, je vais bientôt la revoir. Enfin, malheureusement, je dirais, mais... Voilà, en attendant mon prix, je vais revoir Laurence. Et je suis content de l'avoir. Hein. Mais oui, on a travaillé ensemble aussi à Laval. Ah ouais.
Et j'ai écrit un livre qui se passe en Mayenne. Ah oui, qui se passe en partie en Mayenne. Ça s'appelle L'homme surnuméraire et il y a un chapitre qui se passe en Mayenne. Je vais essayer de poser ma question. Compte tenu de ce que je viens d'entendre, vous avez une double vie maintenant, manifestement. Est-ce que vous pensez arriver à continuer à vivre comme ça, ces deux facettes, l'une professeur et l'autre écrivain? Vous ne risquez pas un moment d'être emporté par l'une? Je pense à la dernière. Oui, alors pendant un certain temps, j'étais plutôt, je me disais, bon, je suis un professeur, en plus j'écris, et maintenant j'ai plutôt l'impression d'être un écrivain, et en plus je suis professeur. Mais de toute façon, cette situation, elle est celle de la plupart des écrivains. C'est-à-dire que tous les écrivains, il y a quoi, 50 écrivains qui sont que écrivains. En fait, tous les écrivains en France, je ne sais pas combien ils sont, 4 ou 5 000, ont une deuxième profession. Donc, évidemment, c'est un peu triste pour moi, mais si je sais que je suis obligé. Donc, je n'y pense pas. J'ai une amie qui est écrivain et qui fait que ça. Elle me dit, mais comment tu fais pour faire les deux? Je dis, mais si je commence à me poser cette question, je fais rien. Donc, j'écris pendant les vacances, sauf là j'ai aucune inspiration. Mais j'écris pendant les vacances, j'écris le week-end, tant que je peux. Donc, je fais que ça, en fait. Je travaille, je corrige des copies, je prépare mes cours, et puis quand j'ai du temps, j'écris des romans, mais j'écris aussi des articles dans des journaux, dans des revues, dans des magazines. Donc, il y a un moment, effectivement, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Oui. C'est pour ça que j'aimerais avoir de l'argent. Combien de temps vous prend l'écriture Celui-ci, il m'a pris 1 an et 4 mois, je crois. Mais j'ai un peu triché parce que j'ai eu une bourse. On peut aussi avoir des bourses quand même. J'ai eu une bourse du Centre national du livre qui m'a permis de faire une demi-année de cours seulement. Donc j'avais commencé depuis un certain temps et j'ai comme ça pu le terminer très facilement. Parce que quand on écrit, plus on écrit, plus c'est facile. Si j'écris tous les jours, j'ai plein d'idées, tout vient facilement, je vis avec mes personnages. Mais si je dois écrire, et puis pendant 5 jours, je vais en cours, et que je reprends, là c'est un peu compliqué, parce qu'il me faut déjà 1 heure pour me remettre dans le livre. Vous avez dit la poésie est morte, c'est vrai. Les nouvelles sont moribondes, je pense. Pourtant, la dernière page du Figaro Magazine que vous avez écrit m'avait vraiment très plu. Est-ce que vous n'envisageriez pas de développer un peu plus ce genre de littérature? Oui, moi je veux bien. Hein, si le Figaro me paye une nouvelle par semaine, je la fais. Mais non, mais alors la poésie, elle est morte. Comment dire? Je pense pas qu'elle soit morte parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent de la poésie. En revanche, ils ne sont pas lus. C'est ça le problème. Comme je disais tout à l'heure, le plus grand poète, son maximum, c'est 5000, donc c'est rien. Et quant aux nouvelles, effectivement, étrangement, en France, les éditeurs ont beaucoup de mal à en publier. Et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en Angleterre, je crois, aux États-Unis, c'est un genre qui a beaucoup de succès. Et en France, c'est un genre qui n'est pas... alors que effectivement, c'est très agréable de lire des nouvelles, quand elles sont réussies, évidemment. Et voilà. Il y a vraiment une domination du roman qui est devenue totalitaire et que je regrette d'ailleurs. Parce que la littérature, c'est pas que le roman. Donc effectivement, c'est la poésie, ce sont les nouvelles, c'est l'autobiographie, quoique l'autobiographie avec l'autofiction est encore assez présente. Mais je vais écrire d'autres nouvelles. J'en écris d'autres. Et c'est un genre que j'aime bien. J'avais écrit des nouvelles dans un magazine, disons, à droite, qui s'appelait Causeur. J'avais inventé un petit personnage qui s'appelait Pichonneau. Et il y a eu plusieurs numéros. Mais même ça, je me souviens qu'Elisabeth Lévy m'avait dit, qui est la directrice du journal, on arrête. Bon, les gens n'avaient pas l'air de trouver ça très drôle. Donc s'il n'y a que moi qui ris, j'arrête.
Oui, mais c'est le cas de la plupart des, je pense. Moi, j'en connais des poètes qui publient, j'en connais que 2, et aucun, évidemment, ne vit de son travail. Et parce que, d'ailleurs, un des 2, qui s'appelle Jean-Pierre Georges, qui n'est pas seulement un poète, mais qui est quelqu'un qui écrit des pensées, qui est vraiment, pour moi, un écrivain très important. J'avais parlé de lui dans un de mes romans, et j'avais dit qu'il avait vendu 200 exemplaires de son recueil. Et il m'avait répondu, il m'avait écrit, il m'avait dit « Ton livre est vraiment une fiction parce que j'ai jamais dépassé les 80 exemplaires. » Donc voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la poursuite de l'idéal, ou est-ce que vous ne voulez pas compléter un petit peu ce qu'on n'a pas dit sur votre livre, puisque qu'on aurait oublié de dire, pour nous en parler un peu plus? On a encore 10 petites minutes devant nous avant de passer... Oui, je crois une question. Oui. Vous avez appelé votre livre À la poursuite de l'idéal. Est-ce que vos personnages ont vraiment trouvé l'idéal? Et vous, est-ce que vous l'avez trouvé? Je pense que le personnage principal, si certains n'ont pas lu le livre, je ne vais pas le raconter. Mais enfin, d'une certaine manière, oui. Je pense qu'on peut répondre affirmativement qu'il a trouvé l'idéal. C'est-à-dire que toute l'existence qu'il mène est pour qu'il l'abandonne. Et il essaie de ne pas l'abandonner. Enfin, je pense que d'une certaine manière, il réussit. Moi, je pense que d'une certaine manière, oui. Oui. Je n'ai pas abandonné la littérature. Donc, d'une certaine manière, le personnage de Cyril Bertrand a des traits qui sont les miens. Il y a quelques points que je suis seul à connaître qui sont autobiographiques. Mais oui, moi, je pense que cet idéal, je l'ai toujours eu, d'écrire, et je continue à le faire, et d'essayer de le faire bien, le mieux que je peux, et je pense que j'ai réussi. Ouais. Enfin, après, peut-être que quand je serai mort, 2 mois plus tard, tout le monde m'aura oublié, mais au moins, j'aurais essayé. Ouais. Oui, non. Je pense néanmoins tout de même, je suis un peu moins optimiste que vous sur ma carrière. Non, pas du tout, sur l'idéal de Cyril, parce que, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure, je crois qu'il a atteint son idéal, c'est-à-dire de sortir tout de même de Carrefour Market, mais dans un genre qui, d'une certaine manière, est un genre qui peut être destructeur de la littérature. Oui, mais là, vous oubliez le dernier chapitre. Je ne vais pas le dire, mais vous n'oubliez pas le dernier chapitre. Oui. Je pense au dernier chapitre. Effectivement, quand Cyril travaille pour écrire des séries, il s'éloigne grandement de ce qui l'avait motivé quand il était étudiant. Et lui, Cyril Bertrand, aurait aimé être Valéry Larbaud, qui est un poète qui a fait cette chance d'être milliardaire, ce qui est très rare, tout simplement parce qu'il était l'héritier des autres Vichy. Donc, d'ailleurs, il est né à Vichy, et donc il avait un héritage qui lui permettait de vivre en grand seigneur. Enfin, il a terminé très mal, puisque les 20 dernières années de sa vie, il est totalement paralysé. Mais, donc lui, il aurait voulu être Valéry Larbaud, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, etc., Jules Laforgue. Et effectivement, quand il écrit pour une série américaine, ça lui paraît quand même assez loin de ce qui le motive vraiment dans l'existence. Même si ça lui apporte le succès. Et ce que je voulais montrer aussi, et ça c'est venu aussi de rencontres que j'ai eues comme ça, avec des lecteurs, etc., c'était de dire que le succès professionnel ou le succès financier à mes yeux, n'était pas un vrai succès. Donc j'avais ça en tête, et c'était très méchant ce que je voulais écrire en fait. Et si un jour vous avez suffisamment de succès, est-ce que vous ne risquez pas d'appliquer sur vous le problème de l'homme surnuméraire qui a pris depuis une envergure monstrueuse? Maintenant, on vive tout de tous les auteurs possibles et imaginables. Vous voulez dire qu'on réécrive mes livres? Oh, ce serait un bel hommage.
Parce que ça a pris depuis... Oui, oui, alors effectivement, moi en plus je l'avais écrit en 2014-2015, même sur Numéraire. Voilà, et je me souviens que certaines personnes me disaient c'est pas possible, on va pas réécrire les livres, on va pas réécrire la fin de tel livre. Et tout de suite après la publication du livre, c'est arrivé. On a réécrit Carmen, par exemple, parce que dans Carmen, là on tue, Carmen est tuée par Don José, et là il y a eu un opéra où on a changé les choses pour qu'il n'y ait pas de féminicide. Donc là, c'était vraiment le politiquement correct qui réécrit les œuvres. C'était pas possible de montrer une femme qui est tuée sur scène. Donc effectivement, c'est ce que j'annonçais dans L'Homme surnuméraire. Ça a pris une proportion incroyable. Et aux États-Unis, il y a des, je sais plus comment on appelle ça, des triggers, des reading triggers, je sais plus quoi, qui lisent les manuscrits avant qu'ils soient publiés pour voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient choquer les minorités. Voilà. Et donc, si on dit ça va choquer les aveugles, enfin, s'ils lisent, les sourds, ça va choquer la communauté noire, ça va choquer, etc. etc. On conseille à l'écrivain de réécrire. Donc on est vraiment effectivement dans quelque chose d'un peu fou, quoi. Voilà, une forme de folie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va durer un peu. Alors, oui, je ne sais pas. Je parle suffisamment fort. Est-ce que on a déjà eu des livres écrits par l'intelligence artificielle? Alors écoutez, là vous me dites ça, je crois effectivement, oui. Oui, des articles, je ne sais plus, oui. Oui. D'accord. Il y a des journaux qui sont écrits par des robots. Des journaux par des robots. Mais... Moi, j'y crois pas, parce que je pense que... Je sais qu'il y a de la musique qui est écrite par l'intelligence artificielle, parce que la musique, si j'ai bien compris, les logiciels repèrent les passages dans des morceaux, et après peut les remixer à sa façon. Et donc il y a des musiques qui sont entièrement composées. Et il y a même, je crois, le chanteur qui est assez connu, Stromae, qui a fait une chanson comme ça, avec une musique artificielle. Mais je ne crois pas que la littérature, et c'est ce qui fait à mon avis sa dignité, puisse être vraiment intéressante en intelligence artificielle. Parce que la littérature, c'est vraiment la sensibilité. Je ne vois pas comment on pourrait faire. Mais c'est jamais, hein, mais je ne vois pas. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la force de la littérature. Oui. Pour ce qui est de la musique, je me rappelle, la musique d'ascenseur est en partie robotisée. La musique d'ascenseur qui a un marché considérable. Oui, mais il y a toujours un lien entre la mathématique et la musique. Hein. C'est pour ça que je pense que l'intelligence artificielle peut créer de la musique. Il faut sécuriser les gens dans l'ascenseur et rassurer, donc on met de la musique qui est de la musique de robot. Qui fonctionne selon le principe. Oui, je suis un petit peu surpris là de votre remarque juste avant, en disant pour les romans, on commence à avoir une influence de certaines minorités. Dans l'industrie, ça se fait déjà depuis pas mal de temps, au niveau mondial en particulier. Et je ne suis pas surpris, moi, que ça se passe au niveau de tout ce qui est littéraire. Et ça va exister aussi dans d'autres domaines, dans la musique, dans tout ce qu'on veut. Malheureusement, il y a des minorités... Dans l'industrie, il y avait peut-être des quotas pour empêcher... C'est ça que vous voulez dire C'est pour éviter que des minorités arrivent à abîmer l'activité technique et commerciale d'une entreprise. Donc on modifie certaines choses. Ça a commencé déjà depuis quelques années. Et je crois que ça va exister partout. Parce que les minorités actuellement influentes ont un tel pouvoir au travers d'un certain nombre de médias qu'elles arrivent à leur fin. Et il ne faut pas être surpris. Moi, je ne suis pas surpris parce que j'avais même annoncé, mais enfin, j'avais annoncé alors que, mais quand même dans la création littéraire, la création artistique, ça me paraît quand même très. Enfin, peut-être que je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez dans l'industrie? C'est un bien ou un mal? Non, c'est un mal. Oui. Mais c'est un mal partout. Et le problème, c'est ces minorités. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est une question politique. Je vais laisser Jean-Claude y répondre. Mais j'avais envie de vous poser une question tout à l'heure, qui est un peu hors sujet. Comment réagissez-vous par rapport à la culture rock ou à la culture d'aviation, à la grande scène culture, qui est directement issue de ce que vous avez anticipé? Oui, comme tout le monde. Moi, j'ai pas de réaction singulière. Je suis comme tout le monde, pas comme tout le monde, non. Comme beaucoup de monde, je suis quand même. Moi, je pense que c'est
Je pense que c'est une mode. Mais une mode qui peut rester longtemps. Et mais j'ai pensé, mais en beaucoup moins grave, quand même, à la révolution culturelle chinoise, où il y avait une grande critique de la tradition, où les professeurs d'université étaient remis en cause parce qu'ils détenaient un savoir. Aujourd'hui, on a la même folie de remettre en cause des livres, remettre en cause l'Odyssée parce que c'est écrit par Amal Blanc, etc. Oui, les statues, etc. Oui, bien sûr. Mais là, c'est les raisons qui sont un peu... Quand on fait tomber la statue de Lénine et de je ne sais qui, il y a une révolution qui s'est passée. Bon, voilà. Là, c'est autre chose. Je pense que c'est une révolution culturelle, justement.